Bienvenue aussi de mon côté. J'espère que vous avez tous bien pu reposer parce que c'est un des thèmes les plus importants de ce congrès. Stop la violence dans le transport public, plus de respect pour le personnel. Vous avez vu le grand image avant. Et puis on veut y rentrer un peu plus profondément. Pour cela, je prie 3 personnes qui travaillent dans un métier du transport public de venir sur scène et 3 professionnels. Donc je prie Janine Troutman, Gilbert Alessandro et Massimo Brigatti du SEV, ainsi que Livia Spera, Dirk Meyer et Alex Maspoli de venir sur scène. Also, gut, das beginnt gut. Voilà, ça commence déjà bien. Hier. Ei, ei, ei. Die Welle. Also wir wollten ja ein bisschen scherzen. On a voulu casser un peu des verres parce que c'est vendredi le 13, mais on y arrive aussi sans, donc voilà. Alors je commence à présenter les personnes. Janine Troutman, vous l'avez sûrement tous déjà vu une fois, elle est accompagnatrice CFF, accompagnatrice train CFF, et puis là elle est comme membre de la commission des femmes, membre au SEV. Massimo Brigatti, c'est aussi un accompagnateur de train CFF, et ici il est comme vice-président de la ZPV. Gilbert Alessandro est chauffeur de bus à Fribourg, et comme vous le savez, c'est le président central de la VPT. Puis on continue avec les professeur docteur Dirk Meyer qui travaille à l'université Zurich. Il est professeur pour la criminologie et délicat, c'est la prévention de la criminalité. Il est là-bas. Alex Maspoli est l'entraîneur vers l'impact de sécurité de soi-même. Il a organisé plusieurs cours pour les employés dans le transport public qui peuvent rentrer dans des situations dangereuses avec d'autres personnes. Et puis Livia Spera, on t'a déjà attendu hier une fois, très impressionnant, c'est secrétaire général de l'ETF qui siège à Bruxelles. Elle amène la perspective internationale et elle est aussi responsable pour la campagne mondialement de Get Me Home Safe qui s'occupe de la sécurité après la fin de la journée de travail. Et bienvenue à vous tous. Déjà seulement chez CFF, chaque jour, en moyenne, il y a 3 agressions envers le personnel. Mais dans les médias, c'est presque plus du tout publié. C'est déjà normal. Autrement, ça a été la semaine dernière dans le canton Uri, où un voyageur a d'abord agressé oralement le chauffeur de bus et finalement le même tapé. Gilbert Alessandro, pendant que le personnel des trains, au pire, ils ont quand même comme soutien le mécanicien. Vous, dans les bus, vous êtes toujours seul. Comment est-ce que des chauffeurs de bus peuvent se protéger? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que je ne suis pas certain que mes collègues contrôleurs soient vraiment protégés et vraiment dans une situation de confort. Le Lokführer, il est dans sa cabine. Le temps qu'il intervienne, à mon avis, ça serait également trop tard. Et ça, c'est important de le dire, quoi. J'ai le sentiment que parfois les CFF, donc M. Ducrot et ses sbires, minimisent cela. Donc ils vont venir vous dire, ah, ne vous inquiétez pas, dans un train, vous êtes 3. 2 contrôleurs, mais qui se trouvent à chaque bout du train, il y a un Lokführer. Là, il faut être sérieux. Là, je pense qu'il y a autre chose à faire au CFF aussi. Maintenant, pour répondre par rapport à un conducteur de bus, c'est une très grande solitude qu'il a. Très grande solitude. Il n'a personne autour de lui pour l'aider. Si ce n'est par chance, peut-être,
un client, ce qui n'arrive quasiment presque jamais. La question qu'on doit se poser, c'est comment on peut faire en amont pour qu'il soit protégé. Il y a des solutions qui existent. Les entreprises le font. Vidéosurveillance, en lien direct avec la centrale de commandement. Un bouton d'urgence, il est impératif, et c'est le cas dans certaines entreprises, qu'il y a un petit bouton sous le pied. On pèse sur ce bouton, un micro s'enclenche, tout est entendu à la centrale et c'est lié à la police cantonale. Il y a des entreprises qui le font. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'entreprise du riz là, celle-là pas. Je crois qu'il est grand temps de la mettre. Ça ne résout pas tout. Mais croyez-moi, le fait d'avoir cela, ça rassure le chauffeur. Est-ce que ça un sentiment de sécurité de savoir que tu as ce bouton? Alors, j'attends un moment pour la traduction, parce qu'après ils vont me gronder. Oui, le fait d'avoir la caméra, le fait d'avoir ce bouton, quand je suis au volant de mon véhicule et qu'il pourrait arriver quelque chose, moi ça me sécurise. Je peux donner juste un petit exemple, vite fait, une agression, mais pas vers moi, hein, des usagers. Il y a eu une altercation entre deux usagers. Pesez sur le bouton, tout s'ouvre, donc à la centrale. On entend par quelques mots codés, j'ai dit qu'il fallait intervenir. 4 minutes plus tard, la police était sur place. 4 minutes. Donc oui, ça sécurise et ça nous permet, nous, d'agir d'une manière assez... d'avoir une bonne réaction. Voilà. Massimo Brigatti, im letzten November und Massimo Brigatti, dans le décembre dernier, il y a eu une campagne ensemble entre le CFF et le SEV pour sensibiliser le public, le peuple. On se rappelle probablement de la campagne avec le cactus et puis les ballons. Est-ce que tu vois que qu'ils ont atteint quelque chose avec cette campagne? Scusate, l'italiano. Moi, je pense que cette campagne de sensibilisation que les CFF ont mis sur pied, donc qui ont démarré avec le cactus et le petit ballon, était absolument sans aucun sens. Excusez-moi, elle n'a eu aucune signification parce qu'elle a pu être interprétée, ici on a un sociologue, elle aurait pu être interprétée de deux façons différentes. Moi, je me sens le petit ballon comme conducteur, comme assistant à clientèle. Mais le client peut lui aussi se sentir le ballon de la situation et voir en moi le cactus de la situation. Et donc le message n'a absolument pas passé comme il aurait dû. Dans ce cas, il aurait fallu une initiative beaucoup plus forte parce que ces affiches n'ont pas sorti aucun effet. Il aurait fallu une campagne de sensibilisation à la télévision, avec des spots, etc., où on aurait montré qu'est-ce qui peut arriver au personnel du train avec une action forte. Là, on aurait vu un de nous, par exemple, qui a été bousculé, etc., pour montrer ce qui peut arriver. Ces campagnes comme ça, c'est des petites panacées, c'est comme si ils vont me couper un bras et puis ils me mettent simplement un petit pansement. On ne peut pas soigner comme ça une amputation d'un bras. Nous avons un grave problème et on ne fait pas une campagne de sensibilisation, une campagne publicitaire avec un message qui est controversé. Janine, j'ai l'impression que les femmes sont plus particulièrement cibles de ce genre d'événements. Comment tu vois la chose? Je veux pas parler... J'ai pas de chiffres, j'ai pas été témoin, mais au niveau du sentiment, oui, le sentiment incontestablement,
On ne doit pas oublier cependant que on se bat contre les agressions, pas seulement contre les femmes, on se bat contre ces agressions d'une manière générale pour tout le personnel. Je dis toujours, une agression, une menace est une de trop. Ça, c'est vraiment important qu'on soit entendu dans ce sens-là. Dans ma catégorie professionnelle, les chefs de team soient sensibilisés et qu'ils doivent, en particulier au CFF, puisque j'y travaille, les agressions sont poursuivies d'office. On n'aurait pas besoin de demander aux gens s'ils veulent déposer plainte. Ça doit être automatique et ce n'est pas toujours le cas. D'un autre côté, je comprends que les collègues, qu'elles soient hommes ou femmes, ils ont peut-être aussi un peu peur. Si l'auteur de l'agression dit ouais, je sais où tu habites, je viendrai te retrouver, c'est clair que ça va pas non plus. J'ai aussi eu, j'ai été menacé, on m'a craché dessus, j'ai aussi dû m'éloigner d'un endroit où ça se passait mal. Ça vient plus tard, la prise de conscience par rapport à ça. Et ça fait 22 ans que je travaille dans ce domaine. Avec l'expérience, on a le sentiment que quelque chose va mal tourner, on peut anticiper, mais il faut véritablement toujours penser à ce que l'agression doit être poursuivie d'office et il faut faire usage de ce droit, de cette possibilité. Alex Maspoli, on a entendu que la critique qui revient souvent, c'est que les supérieurs ne soutiennent que trop peu, ne soutiennent pas assez le personnel. Comment vous voyez la chose? Comment est-ce qu'on peut faire? Je vois la banderole, plus de respect pour le personnel. Pour moi, c'est important que la personne soit sous le focus, soit dans le focus, indépendant de la position hiérarchique. Mais il s'agit de l'être humain qui est confronté à cette situation. Ne pas oublier de quoi a besoin l'être humain dans cette situation, que ce soit en tant que supérieur. C'est vrai qu'en tant que supérieur, on n'a pas toujours la tâche facile. On entend beaucoup parler de ces dénonciations. Chaque job a ses défis. Pour moi, c'est important de regarder comment est-ce que je peux, moi, améliorer ma sécurité et être actif dans mon quotidien pour ça. Et c'est pas si simple. Quand on voit qu'on doit travailler sur tellement de conflits, de situations conflictuelles, on travaille avec les personnes directement concernées et on a besoin de plus de ressources. Alors, pour chaque personne, il y a besoin d'un encadrement spécifique et d'une sensibilisation spécifique pour que la personne puisse réagir de manière correcte. Livia Spera, les menaces et les agressions sont un thème dans toute l'Europe. Est-ce qu'il y a des différences régionales, que ce soit en termes d'actes ou bien de la manière dont on réagit face à ces actes? Est-ce qu'il y a des différences? Oui, il s'agit sûrement d'une tendance qui augmente toute l'Europe dans tous les secteurs. Et c'est ce qu'on perçoit aussi. Et donc, cette question est devenue prioritaire aussi pour l'ETF. Et nous sommes en train aussi de chercher des informations. Nous offrons un questionnaire et on vous invite à nous fournir ces données. Nous ferons aussi un nouveau séminaire à Amsterdam à fin septembre. Ce que nous voyons, c'est que la croissance de la violence de la société en général ne reflète un peu ce qui arrive dans le secteur des transports, dans le transport public, dans les chemins de fer, mais dans les bus, mais aussi dans l'aéroport. La croissance des retards, le désinvestissement, les mesures d'épargne après le corona, etc., après le Covid,
et le fait que les travailleurs des transports ont été appelés aussi à être des agents de police dans le moment là où les passagers doivent respecter des normes sanitaires, porter des masques, garder des distances, etc. Ça, naturellement, fait augmenter le niveau de violence par rapport aux agents des transports publics, parce que ce n'est pas un rôle qu'ils veulent assumer, celui d'agents de police. Le fait donc que à la suite de ces politiques d'austérité, la suppression de courses d'autobus ou des trains en retard parce qu'il n'y a pas assez de personnel, les avions qui sont en retard, les valises qui n'arrivent pas, tous ces dérangements vont naturellement faire augmenter la pression d'une façon insupportable sur ceux qui travaillent. Donc, là, les fautes, encore une fois, les fautes du système, les fautes des employeurs, les fautes de la société qui ne va pas investir d'une façon adéquate dans le travail, dans les infrastructures, etc., génèrent une pression croissante sur les travailleurs. Et au-delà des campagnes qui peuvent être menées, de la sensibilisation, de dialogue avec les entreprises, il s'agit d'une question qui est plus vaste, qui doit être affrontée à la source. Donc le financement, le changement de la culture et, encore une fois, de redonner de la valeur au travail dans les transports publics. Est-ce que tu dirais est-ce qu'il y a un pays dans lequel les choses se passent bien dans ce domaine? Non, je pense qu'il y ait des secteurs ou bien des entreprises dans lesquelles peut-être nos syndicats sont arrivés à établir un dialogue assez direct. À niveau européen, par exemple, dans le transport européen, nous avons signé un protocole pour tout ce qui concerne le personnel du check-in. Nous avons signé un accord avec les employeurs pour ce qui concerne les femmes, d'avoir davantage de femmes dans le secteur. Et là, on parle aussi de l'élimination de la violence. Nous sommes en train aussi de mener des discussions dans le dialogue social européen, dans le transport public. Il y a des initiatives, mais cela ne me permet pas de dire qu'il y ait des nations, des pays où on peut dire que le problème a été résolu. En Italie, il y a eu des grèves l'année passée convoquées par les syndicats qui ont paralysé le pays parce qu'on a eu une série d'agressions. Il y a eu aussi un contrôleur à Gênes qui a été poignardé. Donc, avec tous ces accidents graves, il y a eu une grève. Donc, il faut vraiment réaliser la gravité de ce problème et le fait qu'il puisse porter un conflit social. Et dans ce cas, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a un secteur où les choses vont mieux qu'ailleurs, mais il y a des initiatives ponctuelles qui sont valables. Et là, c'est important de se coordonner à niveau européen pour mettre sur pied des stratégies communes. Payer. Monsieur Dirk Payer, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? On voit qu'il y a des couteaux maintenant qui sortent. Oui, je ne suis pas sûr qu'on puisse généraliser. Par exemple, on doit regarder ces dernières années, le fait est que les menaces ont augmenté, la violence a augmenté. La Suisse fait partie des pays où ça se passe le mieux, mais ça n'empêche pas que les cas augmentent, même si dans ce pays ça se passe bien. On essaye de donner des ressources supplémentaires. Et dans d'autres pays, ça se passe de manière pire, malheureusement. La vraisemblance d'être agressé a diminué dans notre pays par rapport à d'autres. Pour la première fois, à long terme, on a une bonne image. Mais effectivement, à bref terme, on peut imaginer que les cas ont augmenté on est devenu une société du temps libre.
Et les gens, effectivement, utilisent les transports publics le soir, particulièrement après une fête ou quoi que ce soit. Et puis là, il y a aussi malheureusement des inégalités qui augmentent. Il y a des différences sociétales qui se font jour et qui font que... il y a aussi une problématique avec la population migrante. Et dans les grandes villes, il faut effectivement admettre qu'il y a un peu des fronts qui se construisent. Et, au niveau de la charge psychologique ou psychique des gens, elle a aussi augmenté vu les évolutions dans la société et le monde du travail. Et il y a des gens qui sont victimes de problèmes d'alcoolisme ou de drogue et qui aussi constituent une certaine menace. On doit effectivement porter l'accent sur ces évolutions sociétales de plus en plus. Mais on ne parle pas d'explosion, de menaces et de violence, ce n'est pas le cas. Mais il y a des acteurs qui doivent être observés de manière un peu plus largement, quoi. Bon, ça aide pas beaucoup ce que vous venez de dire, effectivement, mais est-ce que vous avez l'impression, d'une manière générale, que le respect mutuel a diminué? Non, on ne peut pas le dire comme ça. C'est évidemment, on ne va pas peindre tout en rose, c'est pas. Mais je suis quand même relativement optimiste. Je peux vous donner un exemple. Ça fait des années qu'on fait des analyses sur le respect par rapport aux policiers. Si on dit le respect a diminué, et dans cette étude, on voit que ce n'est pas le cas. Même pendant l'époque de la pandémie, on n'a pas vraiment... D'abord, les policiers ont eu une meilleure image par rapport à cette période-là, mais en l'occurrence, je ne pense pas qu'on puisse dire globalement qu'il y a une perte de respect mutuel. Il y a des différences ou des différences de point de vue dans la société et la police... il y a évidemment des conflits, par exemple, avec l'extrême gauche dans certaines grandes villes avec la police, mais les êtres humains ont plus beaucoup la tendance de suivre aveuglément les recommandations. Il faut discuter, ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie. Il faut communiquer les choses, c'est beaucoup plus important, mais ça ne veut pas non plus signifier un total manque de respect. Les trois collègues ici qui vivent donc dans le terrain ces problématiques, vous avez fait des cours. Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que vous êtes en situation que lorsque quelqu'un devient agressif vis-à-vis de vous, est-ce que vous êtes en mesure d'appliquer ce que vous avez appris? J'ai aussi fait ce cours. Moi, je l'ai trouvé superbe. On a appris beaucoup, très intense aussi. Mais pour moi, personnellement, la situation elle-même ou la plateforme, c'est pas la réalité finalement là où on s'entraîne. Parce que dans les trains, il y a tellement de voyageurs, des bagages, des vélos, n'importe quoi. Et là, tu n'arriveras jamais à réagir comme tu l'as appris dans le cours. Bien sûr, j'aimerais rien dire négatif. Le cours, c'est vraiment bien. Mais pour moi, personnellement, je dirais, dans le temps privé, dans le temps libre, pour traverser une gare ou dans le parking, la nuit, la journée, là, je soutiendrais tout ce que j'ai appris dans le cours et je pourrais l'utiliser. Mais dans les trains, on n'en a pas seulement des trains qui sont rachis pleins le soir et le matin, mais c'est entre 5 heures du matin ou aussi à 1 heure du soir. On ne peut pas dire comme quoi les trains sont toujours vides. Ils sont de plus en plus pleins et puis tu ne peux pas réagir comme tu l'as appris dans le cours. Là où on peut marcher, ça devient de plus en plus sévère. Et puis, je soutiens ce cours, mais pour moi, personnellement, comme chef accompagnatrice clientèle,
je ne peux pas vraiment utiliser dans le train ce que j'ai appris dans le cours. La seule chose qui peut aussi déjà rapporter quelque chose, c'est vraiment de dire stop. Ça, j'ai aussi déjà dû utiliser. Et puis là, l'agresseur est étonné. Et puis souvent, ça peut directement les stopper. Ça aussi, j'ai appris. Donc, le mot stop est tellement... ça peut vraiment aider. Ça, j'ai aussi appris. Donc, d'un côté, ça aide parce que tu viens conscient du fait que tu as des instruments. Mais dans la réalité, quand tout à l'heure je parlais du pansement, ça c'est un autre pansement. Les chemins de fer, moi je cause des chemins de fer, mais ça peut être peut-être démenti par d'autres réalités. Mais nos CFF suisses, elles se rendent compte qu'il y a un problème. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Nous offrons des cours simplement pour nous nettoyer les consciences. Le problème est comme ça délégué aux travailleurs. Et ça, c'est le problème. Il y a simplement l'idée qu'il suffit de faire un cours, stop, nous nous traitons avec respect et ça va changer quelque chose. Ça, c'est une utopie. Si tu as une personne qui est altérée, qui est hors de soi, qui en a avec le monde, ça ne marche pas. Et je ne suis pas convaincu que ça puisse toujours marcher. Je crois que ce n'est pas ça qu'on doit faire pour résoudre le problème. Il y a un principe et il y a l'application du principe. Et les deux choses sont différentes. Le chemin de fer part du présupposé que nous devons faire cette campagne, par principe. Alors, il y a l'application du principe. On fait ces cours en cascade, mais après, il y a la réalité. Les personnes qui décident cela le samedi soir, ils sont chez eux. Ils sont chez eux avec leurs femmes qui leur massent les pieds, regardent un film avec leurs fils sur le divan, etc. Et là, pendant cela, nous sommes en train de nous battre pour nous faire montrer le billet. Nous devons nous sentir... nous sommes insultés pendant que faisons notre travail. Et ces chefs, ils ont perdu la réalité de cette réalité. Eux, ils pensent simplement à poser un joli pansement, peut-être sur le bras gauche, parce que le droit, il a déjà été amputé. Donc, là, on a tamponné avec un petit pansement. Mais maintenant, on met un pansement avec la bouche parce qu'on a déjà perdu l'autre bras. Donc, ça, c'est toujours la même chose. Il s'agit simplement de petits pansements. Et je ne sais pas comment on peut résoudre ce problème. Et le professeur nous dit que la violence, j'ai entendu ça avec plaisir, que la violence diminue, merci. Mais nous percevons une chose vraiment différente. Quelle est la réalité? C'est la réalité des statistiques ou la réalité que chaque individu est contraint à vivre? Le professeur, le neurochirurgien, peut-être, il n'a pratiquement pas de possibilité d'être agressé par son client parce qu'il y a une très grosse attente de la part du patient qui sera guéri. Si toi, Janine, c'était une neurochirurgienne, tu ne serais jamais traité de la sorte. Mais nous, on est des éléments de dérangement. L'autre jour, nous avons eu le commandant de la police, c'est une petite anecdote pour terminer, le commandant de la police ferroviaire qui était hôte dans notre sous-fédération, il nous a expliqué que... J'ai un peu perdu le fil, excusez-moi. Je reviens plus tard. Je suis un peu nerveux, excusez-moi, je suis un peu agité. Je n'ai pas tellement l'habitude de parler devant un congrès. Excusez-moi. Ah, voilà, j'ai retrouvé le fil. Excusez-moi. Et ce policier nous a raconté que la société a changé après le corona. Et ça, c'est vraiment un état des lieux, un état des faits.
Bien, on fait quelque chose, on accepte, on nous donne des outils pour essayer de se tenir comme il faut, on nous donne des langages verbaux pour éviter l'escalade. Très bien, très bien. Mais toi et moi, on est différents. Toi et moi, on est différents. Moi, ce qui m'agace un peu dans ces cours, c'est que qu'on vient de nous dire après, hé camarades, chers collègues, chers employés, je t'ai formé, pourquoi tu n'as pas fait et mis en place ce qu'on t'a dit de mettre en place? Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. Les faire ces cours, c'est une chose, et je rebondis sur ce que tu disais, toi, cher camarade de l'Europe, c'est réinvestir dans le transport public, réinvestir dans la sécurité, réinvestir dans cette chose-là. C'est trop facile de venir dire, on vous forme, débrouillez-vous. Mais il faut prendre le problème en amont, il faut le prendre. Il ne faut pas le prendre quand on se fait agresser. C'est avant qu'il faut le prendre, ce problème. Avant, c'est un problème de société, tu l'as dit. Mais pas seulement. Pas seulement. Moi, j'ai 35 ans de service, même 37 ans de service. Il y a 37 ans, l'uniforme avait une forme de respect. On pouvait se lever de son siège, aller dire quelque chose à quelqu'un, à un enfant ou à qui que ce soit, et ça fonctionnait. Au fur et à mesure, cette autorité, ce n'est pas nous qu'on se l'a enlevée, c'est des entreprises. Les entreprises sous le prétexte service à la clientèle. Le service à la clientèle, ça leur permet de nous tirer des claques. Ça pour dire que les entreprises commencent un tout petit peu à réfléchir là-dessus aussi. On investit en amont, pas en aval. Avant que ça arrive, on doit investir. Je me fâche un peu parce que ça suffit les paroles de ces directeurs et de ces entreprises. Pardon, hein, je rebondis ce que tu disais, mais c'est pire que ça. C'est un immense pansement sur une jambe de bois ce qu'ils font. Alors c'est joli à la télévision, hein. Les CFF font une campagne contre la violence. Mais quelle pantalonnade. Voilà. Et... Ist nicht meine Aufgabe. J'aimerais réagir. On sait que on doit être préparé mentalement à faire face à ces situations-là. C'est vrai que c'est bien d'avoir ces cours de préparation, mais il y a des situations spécifiques qui ne répondent pas aux critères ou aux standards. Simplement le fait de ne pas être complètement surpris par rapport à ce qui peut se passer, que psychologiquement et psychiquement ils puissent réagir, c'est quand même mieux que de ne pas l'être. Et cette aide de pouvoir se préparer, et ça peut véritablement, ça aide déjà aussi, et ça aide déjà à se préparer, et ça aide après à faire le bilan une fois qu'un événement s'est passé. C'est vrai que les collaborateurs en général n'aiment pas beaucoup ces cours parce qu'évidemment se trouvent confrontés à des situations potentiellement critiques et stressantes. C'est un problème structurel et sociétal, ça je suis d'accord pour dire ça, mais malgré tout, ça aide quand même, c'est une bonne chose, même si c'est un petit peu... C'est pas seulement un emplâtre sur une jambe de bois, ça peut aider aussi. Il y a une question complémentaire. On a entendu le fait de vivre dans un bus, dans un train, c'est autre chose que la statistique, la pure statistique. Qu'est-ce que les entreprises font? Est-ce qu'on peut reprocher aux entreprises de ne pas en faire assez, ou enfin la statistique, ouais, c'est vrai. Ce sont des statistiques de la police. C'est pas moi qui les fais, ces statistiques. Je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Et la criminalité, c'est aussi un sentiment. Il y a aussi un sentiment. Et le sentiment est toujours un peu plus pire que la réalité crue. Et c'est évidemment difficile de se prononcer par rapport à ça, mais des choses qui se sont passées,
j'apprécierais des entreprises qui ne s'appuient pas seulement sur les statistiques, mais que ces entreprises fassent aussi des entretiens avec les gens concernés, avec les gens qui travaillent dans le terrain. Et ça, parce que dans la statistique, on ne parle pas simplement de menaces ou bien d'insultes ou quoi que ce soit, mais une forme de manque de respect, et ça touche les gens qui en sont victimes, ça c'est incontestable, et on ne peut que rendre les entreprises conscientes que grâce à ces sondages qui seraient faits auprès du personnel pour pouvoir répondre à ces problématiques. Est-ce que les cours ont changé avec le temps? On a parlé tout à l'heure de la pandémie qui a changé beaucoup de choses, qui a énervé beaucoup de monde, mais est-ce que les cours ont été adaptés par rapport à l'évolution de ces situations de forme des agressions, d'impolitesse et d'insultes par rapport à la manière où ça a commencé? Est-ce que les cours sont différents aujourd'hui? C'est vrai qu'on parle des cours. Je ne sais pas de quel cours vous parlez. Moi, maintenant, depuis 20 ans, j'ai travaillé avec différentes entreprises de transport, le BLS, les CFF, des entreprises de bus, etc. Pour moi, par rapport à la personne, pour moi, dans mes cours, c'est la personne qui est au premier plan, la personne qui est confrontée à ces situations. Et il ne faut pas oublier ce focus, mais ce n'est pas toujours très simple. Ce qui a été dit tout à l'heure, vous étiez stressé par rapport au fait d'être devant tout ce monde sur ce podium. C'est vrai que le stress joue un grand rôle. Et comment est-ce que je vis avec le stress? Comment je maîtrise mon stress? On peut l'apprendre. Et j'ai besoin pour chaque situation d'outils différents pour y répondre. Si on dit stop, reculez, arrêtez, taisez-vous, ou alors je dis, est-ce que vous avez soif? Est-ce que je peux vous proposer quelque chose? Quels sont les outils que j'ai à disposition face à des situations extrêmement différentes? Et ça, c'est le marteau pour résoudre tous les problèmes. C'est pas nécessairement une bonne idée. Il faut pouvoir disposer d'outils différenciés en fonction de la situation. Et cette possibilité de choisir quand est-ce qu'il faut se reculer, quand est-ce qu'il faut appeler un deuxième collègue. À quelque part dans un train, j'ai la possibilité de me retirer ou de me réfugier. Il faut avoir un choix de plusieurs outils, et c'est ça le but de ces trainings qu'on organise par rapport au respect, la violence, les agressions. Ça stresse extrêmement fort, et la solution pour sortir de ce stress, le simple fait de reculer un peu pour respirer un bon coup, c'est déjà quelque chose, mais pour regarder comment est-ce que je peux moi-même me descendre un petit peu mon stress d'un étage ou de 2 étages. Et à ce moment-là, la problématique dans la société générale, il y a des problèmes qui se créent, mais le défi, c'est pas seulement en tant que personnel dans les transports publics, mais d'une manière générale, comment est-ce que l'être humain apprend à gérer la violence et le stress dans la société d'aujourd'hui pour ne pas être sans arrêt soumis à du stress. Et c'est ça finalement, et cette compétence-là est au moins aussi importante que les mesures style stop. Je crois on peut dire que les heures de soir sont même encore un petit peu plus pires que la journée. Et puis maintenant, la Suisse aimerait avoir un transport public pendant 24 heures sur 24. Donc une question à Livia Spera. Dans les autres pays, il y a déjà depuis longtemps des transports publics qui circulent 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il faut faire
pour que le personnel est aussi bien sécurisé la nuit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, oui, il y a plusieurs nations, puis de grandes villes, Londres, Paris et d'autres, où le transport public urbain, surtout, il ne s'arrête jamais. Et je suis d'accord qu'en général, il y a une diminution, c'est-à-dire une diminution des crimes en tendance générale, mais il est aussi vrai que l'exclusion sociale dans les dernières années a augmenté. Surtout dans les grandes villes, nous voyons une augmentation de la polarisation. On a les riches riches et les pauvres pauvres. Nous avons une augmentation des personnes qui n'ont pas de maison, qui vivent dans des conditions de précarité. Ils sont là sous les yeux de tout le monde. Donc, si en absolu, les épisodes de violence n'ont peut-être pas augmenté, mais ils se sont concentrés dans certaines régions autour des gares, par exemple, où les travailleurs des transports, là, ils commencent leur service, même à des horaires assez inusuel, si vous voulez. Donc, si je reviens à votre question, pendant notre congrès, il y a 3 ans, le syndicat Emprise Unite, il proposait de reprendre une campagne qu'ils ont déjà lancée au Royaume-Uni. C'est Get Me Home Safely, ça veut dire ramène-moi à la maison sauf et sain, qui concernait les femmes, mais pas que. Et concernait surtout le trajet maison-travail. Parce que dans la législation européenne et aussi dans d'autres pays, les règles sur la sécurité ne sont pas appliquées, ne s'extendent pas au trajet de la maison au travail. Donc, beaucoup de travailleurs dans la logistique, dans les transports publics, dans les aéroports, etc., travaillent avec des tours, commencent peut-être à 4 heures du matin, arrêtent à minuit et travaillent dans des lieux isolés, peut-être dans un magasin qui est assez en dehors, ou bien une gare autour de laquelle il y a personne le matin de bonne heure ou bien la nuit. Et donc, l'idée de cette campagne, c'est de ramasser des témoignages concrets, réels, de travailleuses et travailleurs qui ont subi des épisodes de violence, des violences physiques, sexuelles, verbales, etc., qui se sont retrouvés isolés. Donc, cette situation d'isolement qu'il faut vraiment casser, qu'il faut anéantir, parce qu'il faut prétendre donc des entreprises de transport, des employeurs qui prennent des mesures concrètes. Par exemple, tout d'abord, qu'il y ait un transport public doté de caméras, qui ait aussi des navettes qui transportent les travailleurs à la maison et qui vont les chercher. Et puis, changer vraiment le système, changer les lois. Si les trajets sont importants pour les travailleurs, parce que ce sont les moments où ils ne se sentent pas sûrs, il faut intervenir aussi sur les lois pour les modifier. Et aussi l'évaluation des risques. Quand on évalue les risques en général, ce qui est obligatoire d'après la législation européenne, cette partie du travail, quand on se rend au travail, ça devrait rentrer dans le travail. C'est aussi une question de communauté locale. Il faut prendre en charge ces problèmes, parce que ces problèmes concernent tout le monde. Le travailleur ne peut pas être laissé seul à gérer les peurs et les menaces constantes d'épisodes de violence. Also Dirk Bayer a dit qu'on se développe en direction d'une société du temps libre et qu'effectivement les transports publics 24 heures sur 24, ça a une influence sur les tours de service, bien entendu, mais ça a aussi une influence par rapport à des clientèles dans le terrain, dans les trains. On rencontre des clients qu'on n'a pas très envie de rencontrer quelque part. Sì, perché comunque... Mais sûrement, oui. Parce que la nuit, nous n'allons sûrement pas trouver la famille avec des petits gamins. Oui, peut-être une fois, parce que Livia
va s'en souvenir. Nous avions à l'époque beaucoup de trains qui allaient jusqu'à l'Italie du Sud. Mais ces temps ont révolu, donc j'ai de la peine à m'imaginer que des trains de nuit soient occupés en prévalence par des personnes qui voyagent en famille et qui donc ont aussi une exigence de sécurité. Dans ces trains le soir, la nuit, nous transportons des personnes qui sont souvent altérées, qui sont sous l'influx sont sous drogue ou bien d'alcool, etc. Et l'objectif, là, leurs objectifs, c'est de ne pas payer, peut-être de faire des dommages au train. Nous sommes rentrés dans une société où il n'y a plus de respect. Une chose qui n'est pas à moi ne m'appartient pas. Je peux m'en foutre et la traiter comme je veux. Quand j'étais gamin, j'aurais jamais mis les pieds sur le siège. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ne pas mettre les pieds sur le siège, c'est une exception. Dans la nuit, nous ne pouvons pas nous attendre de trouver des personnes disposées à faire de grands discours philosophiques sur Dieu sait quel principe. Non, pas du tout. Le stop, là, on perd. Ces gens sont tellement perdus dans leur vapeur d'alcool ou de drogue qu'ils ne s'en rendent pas compte. Avez-vous certaines attentes vers l'entreprise qu'elle s'organise quelque chose de plus? Pour moi, c'est très très important que dès le premier train du matin jusqu'au dernier train le soir, il y a vraiment toujours un accompagnement à deux qui est de nouveau introduit. Ça, il faut absolument que ça soit réintroduit. Et là, l'entreprise n'a pas le droit d'économiser, je trouve. Bien sûr, il parle du règlement de 22 heures, mais voilà, si tu es tout seul avec un train de 400 mètres de longueur, des fois, on a un Securitrans qui nous accompagne, ou bien la police de transport, des fois, mais moi, souvent, je travaille seulement du tôt, l'étrange tôt, donc je ne peux pas vraiment dire comment c'est vraiment en vérité le soir. J'attends juste ce que mes collègues me racontent. Ce n'est même ça, ce n'est plus garanti. Ils disent aussi on n'a pas de ressources, on a un manque personnel, il n'y a personne qui peut venir. Et là, je dirais alors faut supprimer le train, point fini. Peut-être ça va changer après à un moment donné. Le principe du double agent est très beau, mais encore une fois, ça ne résout pas non plus le problème. Le problème doit être résolu avec des actions fortes. En France, par exemple, il y a une étude qui a démontré que l'utilisation d'une bodycam a diminué de 47% les agressions envers le personnel du train. Si nous, excuse-moi Peter, mais si nous voulons de la sécurité, nous devons la payer. Elle a un prix. Mais t'aimerais avoir une bodycam pour toi? Personnellement, je peux peut-être décider de ne pas l'avoir, mais il y a des personnes qui, en sachant qu'ils peuvent disposer là, se sentiraient plus sûrs. Et là, c'est vraiment un déterrent, c'est-à-dire j'allume la caméra et tout ce qui va s'arriver va être utilisé contre toi. C'est donc notre sécurité. Parce que si on est seulement moi et la personne sur le train, c'est son mot contre le mien. Sur les ICN, il n'y a pas de caméra, donc il n'y a pas de témoin. Une bodycam pourrait être vraiment une aide sur la sécurité, mais aussi pour avoir une base de témoignage. Ça fonctionnera pareil comme le bouton que Gilbert a dans le bus. J'ai reçu une question reçue du président 7PB. Il nous dit que la justice ne fait toujours pas assez avec tout ce qui se passe de ces agressions avec les personnels qui travaillent dans le transport public. Je crois que cela, il ne faut pas discuter, c'est qu'on est conscient de ça. Tu aimerais encore dire quelque chose, Gilbert? Mon collègue Ralph, il a entièrement raison. Mais alors moi, je lui donne entièrement raison. Le problème de ce pays,
Puis en même temps, c'est la grandeur de ce pays, c'est les cantons. Cette loi qu'on a votée, la 59 ou la 58, je ne m'en rappelle vraiment jamais, hein, la LTV, cette LTV n'est pas appliquée dans tous les cantons de manière identique. Cette loi, elle date de 15 ans en arrière, plus ou moins. Les premiers cantons qui l'ont vraiment appliquée, c'était Fribourg. C'était Fribourg. C'est une anecdote. Un contrôleur, un jour, un contrôleur CFF, me dit, c'est quand même, pardon, mais c'est vraiment de l'humour noir, hein, c'est quand même mieux de se faire agresser sur Fribourg que sur le canton de Vaud. Mais c'est terrible d'entendre ça. Chaque canton agit d'une manière un peu à sa manière. Un jour, on est à Bas-Campagne. La VPT organise ses journées VPT. On invite la police, on invite des politiques en charge de la justice. Ils n'étaient même pas au courant que cette loi existait. Mais où vit-on? Oui, c'est vrai, ça c'est un problème, quoi. C'est un problème. Et j'ajoute que cette loi doit être appliquée également par les entreprises. Moi, je vous regarde dans les yeux, chers collègues, là, tous, vous êtes tous là, vous le savez. C'est pas vous qui déposez plainte. L'entreprise. C'est pas vous qui déposez plainte. Vous annoncez le cas et l'entreprise a l'obligation de lancer la procédure. Et ça, malheureusement, beaucoup d'entreprises et beaucoup de cantons ne le savent pas. Et c'est le rôle du syndicat, c'est notre rôle d'aller expliquer à ces personnes qu'une loi existe et qu'elle doit être appliquée. Punkt, Schluss. Voilà. On va arriver à la ronde terminale de ce débat. J'aimerais une réponse brève de votre part. Si chacun d'entre vous, personnellement, pouvait mettre en place une mesure pour la sécurité du personnel, quelle serait cette mesure? Moi, je pense qu'en général, il y a une nécessité qui est reliée à la sécurité, mais non seulement. Je pense qu'on doit réévaluer les professions des transports, parce qu'il y a jusqu'à 20, 30 ans, comme il a été dit, l'uniforme portait un certain respect envers le chauffeur, envers l'assistant de vol, etc. Mais toutes ces professions ont été dévaluées. On considère des professions de service. Et donc là, il faudrait agir amont et vraiment faire de la sorte qu'il y ait à nouveau du respect pour ces travailleurs qui font un service si important pour tout le monde, pour toute la communauté. Et je pense que les niveaux de violence dérivent du fait qu'il n'y ait pas de respect de la part du public pour ces professions. Alex, une mesure. Alors, clairement, chaque personne doit être mise au centre. Le respect mutuel pour le personnel qui fait un super job et qui est exposé. C'est pas seulement une statistique, mais c'est vrai que les transports publics, c'est un endroit où le respect mutuel doit être remis au centre. Quels sont les cours qui peuvent aider? Ben ça, effectivement, on peut aller dans une direction ou dans une autre, mais c'est ça qui est important. Ich sage 3 Sachen. 3 choses. Premièrement, il n'y a pas qu'une seule mesure. Demander à un scientifique de sortir une mesure, ça va être difficile de répondre. Mais on ne peut pas faire confiance à une mesure toute simple. Comme la vidéo, c'est une mesure. Il y a une étude qui montre... la plupart des études concernant la vidéo montrent que ça ne réduit pas tellement que ça les cas, le nombre de cas.
ça ne n'élimine pas le problème. La prévention, c'est si je devais donner une mesure, c'est l'augmentation de personnel. Au minimum 2 personnes sur les trains, ça c'est clair. Pour moi, ça c'est une mesure. Ça augmente une certaine sécurité. Ce serait, à mon avis, c'est mon souhait, mais évidemment, je ne suis pas aux affaires pour pouvoir en décider. Gilbert, tu as déjà nommé une mesure, est-ce que tu en aurais une deuxième, une autre encore? Je vais être court. La seule mesure, c'est la somme de toutes les mesures qu'on va prendre. C'est simplement ça. La somme de toutes les mesures. Tu l'as dit, ça peut en mettant seulement une, c'est en mettant plusieurs choses qu'on aura la mesure. Voilà. Merci. Donc, puisque j'ai déjà perdu 2 bras, avec les derniers moments de lucidité qui me restent, parce que j'ai perdu presque tout mon sang, je pense qu'il faudrait changer le code de procédure pénale, parce que Gilbert dit que l'entreprise doit soutenir la plainte, mais la plainte, c'est toujours l'agent, la personne qui doit la faire. Donc, je dois m'exposer. Si je veux me protéger par une personne qui a de mauvaises intentions, je ne dois pas devoir porter plainte. Donc, chez les entreprises, il doit y avoir la conscience que l'offense portée à l'employé est une agression à l'entreprise. Et donc, l'entreprise doit être capable et déterminée à déraciner ce problème. Donc, c'est l'entreprise qui doit se faire charge de la plainte et la personne doit être protégée par le système. Et voilà, maintenant, j'ai décédé parce que j'ai perdu tout le sang. Alors, mieux que pas. Mieux pas. Ja, für mich ist es... Pour moi, ce qui est important, que aujourd'hui et à l'avenir et pour toujours, il faut du personnel formé, ou que ce soit dans les transports publics, et on a besoin de la reconnaissance de la part de l'entreprise, qu'on soit crédible vis-à-vis de la boîte et de la clientèle. Pour moi, c'est ça qui est important. Et j'aimerais encore dire une autre chose qui me tient à cœur. Chers et chers collègues, utilisez la carte secours que le secrétariat SEV a développée. Et là, vous avez les informations les plus utiles. Commandez cette petite carte et portez-la sur vous, distribuez-la à vos collègues. Merci d'avance.